Netanyahou, le premier ministre israélien, a parlé sur LCI, la chaîne française de Bouygues, à 20h30 hier soir. Et on a fait une vidéo à chaud sur la chaîne du Canard Réfractaire qui revient sur les principaux arguments du premier ministre israélien. Donc si tu veux voir ça, c'est disponible en description. Aujourd'hui, dans cette actu réfractaire un petit peu particulière, on va parler plutôt de Darius Rojba, l'intervieweur, et de tout ce qui s'est passé pendant et après l'interview dans les rues parisiennes. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode spécial critique média. Alors, l'interview de Darius Rojba, elle n'était pas inintéressante. Je veux dire, c'était pas Maher Habib qui interviewait Netanyahou, tu vois. C'était un niveau au-dessus de ce qu'on a l'habitude des procès médiatiques à la télévision. Et ça a été relevé notamment par un abonné du Canard Réfractaire qui nous a posté un commentaire sous la dernière vidéo. Et même si c'est vrai que c'était pas les pires des questions, en vérité, l'interview, elle est quand même très critiquable pour plusieurs raisons. Et on va commencer par l'ami Padu qui résume bien cette affaire en fait dans sa dernière vidéo disponible aussi en description. Dans les rues de Paris, de Londres, de Rome, partout, ces centaines de milliers de gens qui manifestent contre l'excès de morts, les si grands nombres de morts à Gaza. Tous ne sont pas des antisémites. Il y a peut-être des groupuscules antisémites, mais ce sont des gens de bonne foi qui manifestent. Qu'est-ce que vous leur dites ? La question est bonne, mais encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir sa réponse. On sait que sa réponse, ça va être de la langue de bois pour essayer d'attendrir les gens qui ne seraient pas encore convaincus que ce type est une ordure en train de faire un génocide. Voilà, même si les questions peuvent être intéressantes en soi, Netanyahou ne fait que répéter la même propagande à chaque fois. Et ça, c'était quand même prévisible, hein. C'est ce qui se passe quand tu interviews un haut cadre militaire et religieux en pleine guerre. Évidemment, son boulot, c'est de répéter la propagande, donc il le fait. Et donc, si toutes les réponses sont prévisibles, même si on pose de bonnes questions, en fait, ça sert à rien de faire l'interview. Ça sert à rien, parce qu'il fait que répéter ce qu'on a déjà entendu des dizaines et des dizaines de fois. Donc, pourquoi l'inviter sur une chaîne télé lorsqu'on est des journalistes? En vrai, on a beaucoup critiqué, et à raison, le fait que c'est quand même bizarre d'interviewer un gars qui va probablement être sous mandat d'arrêt international dans quelques semaines. Mais aussi, journalistiquement, ça n'apporte rien. Et ça aussi, c'est un peu scandaleux. Ok, il y a un autre exemple qui montre pourquoi cette interview, elle était quand même très critiquable et douteuse. C'est le fait que Netanyahou, par exemple, il se compare à Dreyfus, tu vois, victime d'un complot antisémite, ou alors qu'il compare le bombardement à Rafah avec le débarquement de Normandie, tu vois. Et donc, quand il dit ça, évidemment, c'est de la propagande crasse, dégueulasse de faire ça. Mais en même temps, dans sa phrase, il dit 10 trucs dégueulasses. Donc, forcément, le journaliste, il peut pas répondre à ces 10 éléments de propagande. Donc, il faut bien qu'il en choisisse un pour essayer de rebondir dessus pour faire réagir le Premier ministre. Et c'est ce qu'il a fait notamment sur le débarquement en Normandie. Je viens d'entendre votre comparaison avec le débarquement en Normandie. La grande différence, c'est que Gaza n'est pas votre terre. Donc il a laissé passer énormément de conneries pour se concentrer sur la question de la propriété des terres là-bas. C'est important comme question, tu vois, c'est derrière la question de la colonisation et tout, mais je veux dire, dans tous les crimes qui se sont passés là ces dernières semaines, je veux dire, la question juste du droit international de qui appartient à les terres, c'est presque secondaire par rapport au massacre qui est en cours, tu vois. Et puis la réponse, elle est évidente quand tu poses cette question. Évidemment, un pro-État israélien comme Netanyahou, il va dire que c'est leur terre, ça leur appartient. Évidemment. C'est là où tu remarques que, en fait, il ne fait que orienter la conversation vers des trucs qui permettent à Netanyahou de dérouler son discours. Donc même si la formulation des questions paraît intéressante à première vue, elles sont posées pour que les réponses, elles, ne soient jamais pertinentes. Et puis en vrai, je trouve qu'il y a un manque de dignité dans ce qu'il a fait parce que il est bien au chaud dans son petit plateau télévisé, tu vois, interviewer Netanyahou, alors que t'as une centaine de ses confrères qui ont été assassinés par l'armée israélienne à Gaza. Et de ça, il en parle même pas, tu vois. En tant que journaliste, il n'aborde même pas le sujet. À ton avis, ils pensent quoi, les journalistes qui sont restés à Gaza, les quelques qui sont encore vivants, ils pensent quoi en voyant ça? Ils vont se dire, ah, on est fiers, on est représentés par les journalistes. Non, il sert la soupe. Et pourquoi il ne parle pas, par exemple, de l'existence des camps de torture qui ont été révélés par la CNN il y a plus d'une quinzaine de jours, je pense? Pourquoi il parle pas des hôpitaux qui ont été détruits? Pourquoi il parle pas des médecins qui se sont fait prisonniers et des centaines d'humanitaires qui ont été assassinés? Non, en fait, il ne fait, encore une fois, qu'orienter ces questions sur des trucs de droit international en permanence, de sorte que Netanyahou n'est pas mis face à ses responsabilités réellement, tu vois. Il pose souvent les polémiques au mauvais endroit et quand il pose des questions intéressantes, il n'a pas le temps de mettre Netanyahou dans le coin et il passe à une autre question parce que il a des dizaines de questions à poser en 30 minutes. Donc même s'il le voulait, il pourrait pas rester sur chaque bêtise de Netanyahou pour lui demander des comptes à chaque fois. Donc au final, on a quoi? On a un premier ministre criminel qui balance son discours. Le dispositif médiatique, comme dirait Emmerich, ne permet tout simplement pas de rendre cette interview utile, pertinente ou nécessaire. D'ailleurs, j'ai demandé à Emmerich qui écrit pour Canard et Actu Réfractaire, notamment sur les questions médiatiques, je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de l'interview et il a balancé 2-3 datas qui pourraient vous intéresser. Déjà, pourquoi est-ce que TF1 a accepté
d'interviewer Netanyahou. Et ça, c'est une partie de la réponse, mais à mon avis, c'est pas totalement vrai parce que c'est pas si optimal que ça pour LCI et TF1, déjà parce que les audiences sont pas incroyables, et surtout parce qu'en fait, ils vont devoir faire face à une campagne de boycott, du coup, avec des gens qui vont partir de Bouygues Telecom pour aller chez Orange, tout simplement parce qu'ils veulent pas financer un type qui donne la parole à Netanyahou. Et ces campagnes de boycott, ça a été quand même assez efficace et dur financièrement pour Starbucks, pour McDo, pour SFR. Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour la Palestine et que le boycott, c'est une des armes les plus utilisées dans ce mouvement-là. Donc même s'il y a un coût d'audience et tout ça, à mon avis, ils sont pas si gagnants que ça en réalité. Donc il faut peut-être d'autres théories pour comprendre pourquoi est-ce que Netanyahou a été invité. Et l'une de ces théories, c'est le fait que Bouygues, c'est un milliardaire du bâtiment. Donc il a intérêt directement à donner une tribune à Netanyahou pour que lui, en échange, l'homme d'État, lui réserve des parts de marché dans la construction de bâtiments détruits ou nouveaux, que ce soit en Israël ou en Palestine. Ça peut donc très bien être un arrangement entre le propriétaire de la chaîne Bouygues et Netanyahou, un arrangement entre puissants, parce que, en fait, c'est ce que font les puissants, et c'est comme ça qu'ils deviennent puissants. On rappelle que c'est un truc habituel chez TF1. En plus, tu sais, Martin Bouygues, il a été le témoin du second mariage de Nicolas Sarkozy et le parrain de Louis Sarkozy. Ce qui fait qu'il offre le JT de TF1 à Sarkozy dès qu'il en a besoin après sa mise en examen, par exemple, puis ensuite, juste après sa condamnation pour corruption à la sortie du tribunal. D'ailleurs, Sarkozy l'a fait appel, donc on peut pas le traiter officiellement de corrompu et de condamné et de délinquant. Voilà, il va falloir attendre un petit peu. Donc voilà, Bouygues, c'est pas la première fois qu'il se sert des médias de façon politique pour que le politique puisse après servir ses intérêts économiques. Mais il faisait ça avant avec Sarkozy, quoi, tu vois, qui est un peu de la petite délinquance comparé à Netanyahou, quoique je repense à la Libye. Ok, il y a peut-être match. N'hésite pas à dire par commentaire ce que t'en penses. Ok, dernier point, c'est le fait que Darius Rochebin, donc le gars qui fait l'interview avec Netanyahou là, et en fait, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui expliquent sa docilité face au commandement de la chaîne et face au Premier ministre israélien. En fait, le gars, il a dû partir de la télé suisse à cause d'accusations de conversations sexuelles avec des mineurs qui ont été portées par le média Le Temps. Une polémique qui a peut-être été étouffée par le groupe TF1, probablement, qui fait que eux, ils peuvent ressortir ce truc-là à tout moment pour justifier son licenciement et relancer les accusations, tu vois. Et tout d'un coup, le Darius, il a plus de grade, il a plus de statut, il a plus de salaire mirobolant. D'autant que s'il critique trop Netanyahou dans son interview, ça remet en cause aussi la politique d'Emmanuel Macron. Et vu la proximité entre le pouvoir français et le patron de la chaîne, il sait que s'il critique trop Emmanuel Macron indirectement, ça lui sera fatal pour sa carrière. Donc le gars, pour toutes ces raisons, il reste bien à sa place. Il pose des questions qui peuvent paraître un peu titillantes, mais en réalité, tout est sous contrôle. Encore une fois, c'est pas la pire interview qu'on a vue, mais le fait qu'il accepte cette interview et qu'il pose ces questions-là, ça en dit beaucoup. En fait, quoi que le gars ait en tête, le système fait qu'il ne pouvait pas faire une bonne interview Netanyahou. Et pourtant, il a accepté. Et c'est ça, pour moi, le scandale. Allez, on finit maintenant rapidement avec des manifestations qui ont eu lieu à Paris contre cette fameuse interview. Comme on l'a dit sur l'autre vidéo sur Canard, l'objectif des militants, c'était de montrer qu'en France, on n'est pas d'accord avec ceux qui interviewent Netanyahou et qu'il fallait pas nous confondre avec les manias de la presse, nos politiques, nos chefs d'entreprise pro-État israélien. Et ça arrive à un moment très particulier. Depuis le dernier gros bombardement à Rafah, il y a des manifestations quotidiennes à Paris en soutien à la Palestine. Et ça, malgré les partiels des étudiants et la fin des blocages dans les universités, malgré tout ça, les actions continuent. Et puis on a eu droit aussi aux habituelles violences policières dans les manifestations, tu vois, avec des arrestations qui semblent quand même assez injustifiées et très très musclées. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire un petit peu particulière. J'espère que ça vous a plu quand même, ce format qui permet d'être un supplément à ce qui se passe sur Canard Réfractaire. Il nous reste plus aussi que quelques jours pour notre financement participatif qui va nous permettre de tenir encore une année en toute indépendance. Donc si vous aimez notre travail, rendez-le possible avec un don. Merci à Aymeric pour la relecture et bon week-end à vous tous, puisque nous n'aurons pas d'Olympique réfractaire samedi prochain. On se revoit donc lundi à 18h. Des bisous. Ouais.